Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir et de bien vouloir m'entendre. Je vais commencer par présenter un petit peu mon parcours, d'où je viens, puis de quelle perspective j'analyse la littérature, ce qui va pouvoir peut-être vous dire un petit peu mieux où je me situe. Moi, je suis, comme Natalia d'ailleurs, 19e. On est désolé d'imposer ce cadre. Donc, spécialiste de la littérature du 19e siècle et particulièrement du 19e siècle français. Et c'est par ce biais que j'ai d'abord abordé le repas et les scènes de repas que j'ai étudié tout particulièrement dans ma thèse qui a ensuite été publiée, Le festin lu, le repas chez Flaubert, Zola et Huysmans, qui sont trois grands auteurs de la seconde moitié du 19e siècle français. Dans ce cadre-là, si vous connaissez un tout petit peu la littérature du 19e siècle français ou la littérature européenne, en fait, du 19e siècle, vous pourrez bien constater que très souvent, les repas qui sont racontés sont des repas où on est très loin du plaisir. Hein. C'est des repas d'une modernité littéraire où on se pose des questions grinçantes sur l'individu, la famille, la société, et où le repas sert souvent à montrer des dysfonctionnements, à montrer ce qui ne va pas. Et le partage idéal qu'on imaginerait autour du grand banquet fraternel, là, ben, très souvent, ça ne fonctionne pas, justement. Et ça a été mon arrière-plan, moi, lorsque j'ai abordé l'étude de la gastronomie dans la littérature, c'était d'essayer de comprendre les dysfonctionnements que le repas proposait dans ce 19e siècle français. Bon, j'ai fait ce travail, le temps a passé, ce travail que je ne vous résumerai pas, le temps a passé et puis j'ai quitté les études gastronomiques pendant un bout de temps, mais le discours social m'a rattrapé parce que vous n'êtes pas sans savoir que la gastronomie maintenant est vraiment partout. Hein. La gastronomie, depuis à peu près une dizaine d'années, a pris un essor absolument extraordinaire. Bien sûr, on a des émissions de télé, on a maintenant aussi, avec Internet, des blogs, des sites web, une circulation, des revues nombreuses, nouvelles, qui font leur apparition constamment. Il y a eu un vedettariat, une starification des chefs cuisiniers qui a été un phénomène marquant et qui a fait que peu à peu, le discours gastronomique s'est imposé comme quelque chose là qui désormais est partout. Vous savez, dans les librairies, la première catégorie dans les ventes, ce sont les livres de cuisine et ou de gastronomie. Donc, il y a vraiment une sorte de vaste courant social qui va dans ce sens-là. Et où, très souvent, la gastronomie et le fait alimentaire sont envisagés sur le mode du plaisir, de l'hédonisme, de quelque chose qui est un petit peu consensuel. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se faire plaisir? Bien, on rassemble des amis, puis on se met autour d'une table, on se fait une bonne bouffe, comme on dit, et voilà. Et ce discours consensuel sur la gastronomie m'a beaucoup interpellée, parce que je trouvais que très souvent, il servait, comment dire, une chose un petit peu idéologique, ça masque les conflits, ça masque le caractère, par exemple, toujours économique de l'acte alimentaire, le caractère toujours politique de l'acte alimentaire, parce qu'il y a toujours de la politique dans le fait de se nourrir, il y a toujours des inégalités dans le fait de se nourrir, il y a toujours une forme de violence dans le fait de se nourrir, puisque la plupart d'entre nous mangeons des animaux, et même si on ne mange pas des animaux, ça se peut qu'il y ait une violence envers les personnes qui ont cueilli les aliments ou qui ont cultivé les aliments que nous consommons. Donc, tous ces enjeux-là sont complètement tus. Il y a des violences aussi qui sont liées, bien sûr, au déséquilibre qu'on fait subir à notre propre santé, aux excès alimentaires qui sont le propre de nos sociétés surdéveloppées. Donc, tout ça est complètement passé sous silence et je me suis dit, je veux revenir aux études gastronomiques puis à l'étude du repas dans la littérature parce que très souvent, la littérature, justement, permet de dire autre chose que ce que le discours social, dans son ensemble, dit. Ça, c'est comme mon postulat de base et je pense que Natalia sera d'accord avec moi là-dessus. Bien sûr, la littérature, elle est prise dans le discours social, dans tout ce qui se dit dans une société. Mais en même temps, elle a cette place qui est un petit peu dans un rapport critique, dans un rapport réflexif, où elle essaie de comprendre la société dont elle est issue et parfois de proposer des représentations qui sont un peu en décalage, un peu alternatives.
c'est pas toutes les œuvres littéraires qui ont cette position totalement critique. Il y en a qui sont très critiques, il y en a qui sont moins critiques, mais il y a quand même ça qui souvent nous retient dans la littérature. Hein. Ça nous permet de découvrir des choses sur notre société et parfois sur d'autres sociétés aussi. Ce qui fait que dans ce retour sur la littérature et les représentations gastronomiques, je me suis tournée en particulier plus vers le corpus québécois, puisque l'idée était non plus de comprendre la France du 19e siècle, mais aussi de comprendre comment ça se fait que dans notre société, on a ce grand discours gastronomique lénifiant, où tout va bien. Puis qu'est-ce que disent les textes littéraires dans cette perspective-là? Est-ce qu'ils proposent des représentations alternatives? Est-ce qu'ils vont nous emmener ailleurs? Est-ce qu'ils sont capables de, recharger des enjeux qu'on a autrement parfois vidés de leur substance? Ça va? Si vous avez des questions, des interventions, des incertitudes, interrompez-moi. Et c'est sûr que lorsqu'on sera à l'analyse des textes, je vais compter sur vous aussi pour participer. Alors, pour essayer de comprendre ce que dit cette littérature, donc vous le voyez bien, qui n'est pas envisagée seulement comme un reflet du social, hein, mais elle est dans un rapport dynamique par rapport au social, je vais me poser la question, est-ce qu'il y a des imaginaires gastronomiques qui caractérisent la littérature québécoise? Et est-ce qui caractérise la littérature québécoise plutôt contemporaine? Mais je ne vais pas parler que de la littérature contemporaine pour essayer de nous situer et de comprendre les choses dans leur dimension historique. Je vais nous amener donc dans un parcours qui va nous ramener d'abord au 19e siècle, en 3 temps. Donc, première période, qu'on pourrait appeler une première période prémoderne, qu'on peut situer grosso modo des origines de la littérature québécoise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où les figurations euphoriques, donc je vous parlais du grand banquet tantôt, les figurations euphoriques vont vraiment prédominer, contrairement à ce qui se passe en Europe à ce moment-là. Hein? Comme je le disais tantôt, on pourra s'interroger pourquoi tantôt. Donc, première période, j'y reviens tantôt. Une seconde période, ça sera celle que j'appellerai la période noire, la seconde moitié du 20e siècle, où on est vraiment dans une situation où l'aliment et le repas servent à traduire ce qui va mal, les dysfonctionnements qui affectent l'individu, la famille, le social. Et puis, une troisième période, la période contemporaine, qui est plus nuancée sans doute, où il y a un peu de tout, où il y a des reprises d'anciens modèles, et puis des changements, des réappropriations, des nouvelles manières de faire signifier peut-être le repas. Donc, on n'est plus seulement dans l'euphorie ou dans la dysphorie, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus mêlé, et on va s'arrêter à ça aussi. Voilà donc notre trajectoire. Et on la commence immédiatement avec la période que j'ai appelée prémoderne. Bon, pourquoi prémoderne? Hein? Très souvent, on dit, est-ce que c'est la modernité en littérature? Vous êtes un concept familier ou même en art? Hein? Plus ou moins? Ouais. Oui? Non? Si je vous demande à brûle pour point de définition, ça marche peut-être pas. Hein? La modernité est souvent un moment où c'est-à-dire dans une société prémoderne ou traditionnelle, le postulat est que l'individu est inclus de façon harmonieuse dans sa collectivité. Okay? Il y a vraiment cette idée d'une société où les liens sont structurés d'abord et avant tout par le social et où il y a un rapport de continuité heureuse, hein, entre l'individu et le groupe qui l'accueille. Souvent, les sociétés modernes, on verra ça plus tard, sont des sociétés où il y a une forme de rupture, puis où l'individu va vouloir pouvoir au moins s'éloigner du social, prendre son espace de liberté, s'individualiser. Mais souvent, ça va se faire dans le conflit. Et donc, on a des représentations les plus difficiles. Mais dans une période prémoderne, alors, la littérature, souvent, est conçue pour pouvoir témoigner de cette union heureuse de l'individu et du social. On s'entend? OK. Alors, regardons une première représentation de cette époque-là, puis vous allez voir, je crois, tout à fait ce que je veux dire. Les œuvres, donc, du 19e siècle québécois, on devrait peut-être dire encore canadien à l'époque, puisque le terme québécois va naître beaucoup plus tard, mais enfin, on s'entend. Je m'en tiendrai à ce qualificatif-là tout de même. Elles sont très peu nombreuses, on peut les compter à peu près sur les doigts des 2 mains. Hein.
Mais je vais m'arrêter à un classique, donc Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Est-ce que c'est un texte que vous avez lu peut-être au cégep ou même pas? Non, pas du tout. Dans le manuel de Delisle, traduction raisonnée, il y a un passage sur... c'est le même texte, parce que ça s'appelle du restaurant. Oui, mais pour préparer le devoir, normalement on demande de faire des recherches sur l'œuvre. Je ne sais pas, je pense que c'est EFTRA 200 ou 202 le cours. Donc peut-être si vous l'avez pris ce cours, vous avez vu un petit extrait des Anciens Canadiens. Un clin d'œil. Oui. Dans les Anciens Canadiens, qui est écrit en 1863, Philippe Aubert de Gaspé situe l'action un siècle plus tôt, donc en 1759 en fait, pendant la guerre entre la France et l'Angleterre qui va mener à la défaite de la France et à la conquête. OK? Donc, il écrit à un moment où on est maintenant dans le régime anglais, dans le régime britannique, mais il reporte l'action au moment où il y a eu ce changement, au moment où il y a eu le changement et où la France a perdu et a dû céder la Nouvelle-France à l'Angleterre. Pourquoi il se focalise sur ce moment-là? C'est que pour lui, c'est un moment où le Canada français était encore dans toute sa gloire, avait toute sa singularité, son histoire, sa culture, ses figures emblématiques. Et puis, il veut témoigner de ce qu'était ce coin de pays à ce moment-là. Donc, il y a une volonté de préserver le passé à un moment où il sent qu'on est en train d'oublier ce que c'était que cette Nouvelle-France qui a cessé d'exister, en fait, un siècle plus tôt. Hein. Il témoigne donc des modes de vie, des mœurs, des traditions canadiennes d'avant. Et puis, il va nous proposer une représentation de repas, représentation prandiale, hein, l'adjectif prandial est un terme que vous pourrez chercher si ça vous intéresse, qui célèbre la convivialité, le partage, qui est un moment d'unité familiale, sociale et politique. Je le mentionne tout particulièrement parce que c'est important de le savoir lorsque ce repas a lieu. C'est un repas familial avec la famille élargie, mais un des invités est un ami de collège du jeune homme de la famille. C'est une famille de Canadiens, comme on disait à l'époque, donc ça veut dire des francophones. Et l'ami de collège, lui, il est écossais et de langue anglaise. Donc, on a ici vraiment une inclusion politique et linguistique tout à fait étonnante qui montre bien que ce repas-là est capable de fédérer, d'inclure la différence d'une manière positive. Alors, c'est l'extrait que je vous propose ici, dans lequel on décrit un pâté de Pâques. Alors, le menu du repas était composé d'un excellent potage. La soupe était alors de rigueur, tant pour le dîner que pour le souper. Vous voyez que le narrateur nous met dans une optique où il témoigne et il nous dit ce qui était normal à l'époque. Hein? Donc, il se permet des remarques comme ça. Il se permet même des notes de bas de page à certains moments pour apporter des précisions. Donc, il était composé d'un excellent potage, d'un pâté froid, appelé pâté de Pâques, servi à cause de son immense volume sur une planche recouverte d'une serviette ou petite nappe blanche suivant ses proportions. Ce pâté qu'aurait envié Brillat-Savarin était composé d'une dinde, de 2 poulets, de 2 perdrix, de 2 pigeons, du rable et des cuisses de 2 lièvres, le tout recouvert de barbe de lard gras. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui frappent? Pourquoi ça s'appelle pâté de Pâques? Avez-vous une idée? Oui, on est peut-être à Pâques. Hein? Qu'est-ce qui précède Pâques? Quelle est la période? Le carême. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait pendant le carême? Hein? Oui, mais c'est un moment de prescription alimentaire nombreuse, hein, et pour le dire avec l'expression de l'époque, on mange maigre, on fait maigre. Donc, les prescriptions alimentaires habituelles du vendredi, manger seulement des poissons, des laitages ou des œufs, pas de viande grasse, pas de vin, sont étendues à cette période qui dure plusieurs semaines. Et alors, quand on arrive à la fin du carême, c'est Pâques, on célèbre, là, on peut manger gras. Et ce gras-là désigne non seulement le gras, la matière, mais tout ce qui est inclus dans le système alimentaire du gras, donc la viande et bien sûr tout ce qui peut aller avec le vin, le sucre, les aliments plaisir, les aliments nourrissants. Donc il s'appelle pâté de Pâques à cause de ça. Qu'est-ce que le rable? Le rable, alors c'est la partie du lièvre, hein, c'est le dos. C'est la partie, comment dire, noble du lièvre.
qui est une viande très foncée, très difficile à manger. Ouais. Donc, on voit déjà, en fin de compte, qu'avec ce pâté de Pâques viennent des figures d'abondance dans le texte. Parce qu'on a été dans une période de restriction alimentaire, l'énumération qui est proposée ici, elle figure autant au point de vue textuel qu'au point de vue de ce qui est représenté, une abondance qui s'empile comme ça, dans un pâté qui lui aussi est décrit avec beaucoup d'hyperbole et de qualificatifs extrêmes. On parle de son immense volume, on parle des richesses gastronomiques qu'il contient. Plus loin, au bas de l'extrait, on dit que c'est un géant. Si le géant crevait, il perdait alors 50% de son acabit. Et ce géant est aussi un monstre culinaire. Donc, des hyperboles qui sont aussi des métaphores, évidemment, et qui aident à caractériser le gigantisme, le volume, mais qui donnent aussi une idée de la dimension festive de cet aliment-là. Un aliment qui est tout particulièrement important et qu'on pourrait qualifier de marqueur identitaire ici, c'est le porc. Le porc, alors si vous allez au texte, il se retrouve dans le jambon, la garniture, le godiveau de viande hachée est le produit de 2 jambons de cet animal que le juif méprise, mais que le chrétien traite avec plus d'égard. Alors cet animal n'est pas nommé, sauf par des périphrases comme celle-là. Pourquoi donc? Que disent les périphrases? Le chrétien, le juif méprise cet animal, pourquoi? Les juifs ne mangent pas de porc. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais les musulmans, au 19e siècle, c'est un concept à peu près inconnu au Canada français, alors que le juif est quand même une figure plus aisément identifiable. Et bon, il faut le dire aussi, qu'il y a une sorte d'antisémitisme ordinaire qui fait qu'on se permet ce genre de remarques-là, mais c'est davantage, je dirais, de l'ordre d'un marqueur identitaire, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les Juifs qui ont des prescriptions alimentaires données, et de l'autre côté, il y a les chrétiens qui, eux, se définissent par le fait qu'ils mangent du porc, et que quand il y a une fête, particulièrement, ils mangent du porc, ils mangent du lard, ils mangent du gras. On est encore là-dedans quand on va manger du bacon le dimanche matin, quand on déjeune, et qu'on se paye ça. Donc, il y a des survivances, des fois, tout à fait étonnantes. Donc, marqueur identitaire qui, encore une fois, permet de montrer qu'il y a une collectivité qui est autour de ce repas-là. Importance d'un autre élément aussi qui intervient à la toute fin, la croûte. Comme il est plein de toutes sortes de viandes et de toutes sortes de jus, la croûte du dessous, qui recouvrait encore de 3 pouces les flancs du monstre culinaire, n'avait pas moins d'1 pouce d'épaisseur. Cette croûte même, imprégnée du jus de toutes ces viandes, était une partie délicieuse de ce mets unique. La croûte. Alors, ça évoque quoi comme aliment, la croûte? Le pain. Oui. Alors, si on parle du pain dans un repas qui est un banquet fraternel, où est-ce qu'on est? Quasiment. Oui, il y a un élément de partage sacré, bien évidemment, et bien sûr, c'est implicite. Et je pense qu'en fait, si c'était dit directement, ça serait peut-être un petit peu choquant à l'époque. Ah, ils sont une quinzaine. Okay. Oui. Ah non, on ne peut pas dire... Non. Oui, puis il y a des femmes. Il y a des femmes. Donc, on n'est pas dans une imitation point pour point. Cela dit, le modèle de repas bibliques en général, particulièrement des noces de Cana ou de la dernière scène, en littérature, c'est quelque chose qui peut revenir très, très, très souvent. Donc, faire des lectures comme celle-là, c'est pas tiré par les cheveux, mais le modèle n'est pas nécessairement plaqué de façon directe. C'est vraiment un jeu dans l'implicite. Et ici, la croûte, qui intervient à la fin et qui intervient comme une partie délicieuse de ce mets unique, est très certainement à penser comme une hostie qui sera partagée comme ça entre tous les convives. Donc, festin gargantuesque qui nous inscrit donc dans un calendrier religieux qui est un calendrier identitaire aussi, qui permet de dire qui est cette collectivité, qui sont ces mangeurs, et tout le monde mange la même chose et tout le monde est heureux de la manger, cette chose. Il n'y aura pas de dysfonctionnement lors de ce repas-là. Ça témoigne bien de l'union d'une collectivité autour d'un rituel réussi. On pourrait dire aussi une autre chose, ce banquet convivial, il est particulièrement non hiérarchisé. Alors, je disais, il y a des femmes, et les femmes sont là à festoyer tout autant que les hommes.
même si leurs usages sont légèrement différents, leur goût les porte vers autre chose, mais on a vraiment quand même une inclusivité là aussi. Il y a cet Écossais qui est là. Donc, on a un banquet qui, contrairement à d'autres banquets, par exemple des représentations de banquets à la cour en Europe, eux seraient très hiérarchisés, ces banquets-là. Alors qu'ici, on est davantage dans une hiérarchie aplatie qui est typique de la Nouvelle-France de cette époque-là, où les hiérarchies étaient quand même très peu marquées comparativement à l'Europe. Et donc, ce banquet conforte une identité tout à la fois nationale et religieuse. Mais comme je vous le disais tantôt, c'est une représentation qu'on peut qualifier de prémoderne parce qu'elle ne problématise pas le rapport de l'individu à sa collectivité. Hein? Tout est censé bien aller. On est dans un rapport unifié. Donc, on n'est pas au même point d'évolution, littérairement parlant, que ce qui se fait en Europe. Et ça, c'est très intéressant. On croit encore au repas comme rituel social efficace, comme liant de l'identité. Mais au cours du 20e siècle, c'est une situation qui va changer. On peut dire que la modernité va rattraper la littérature québécoise. Et c'est ce qui va nous faire entamer donc ce que j'ai appelé la période noire, par citation, si vous voulez, de cette autre expression qu'on emploie parfois, la grande noirceur. Vous avez entendu déjà cette expression? Hein? Donc, la grande noirceur serait l'époque qui part, grosso modo, du début du 20e siècle environ, ou même 1860 jusqu'à 1960, environ un siècle, qui sera suivi éventuellement de la Révolution tranquille. Ça, c'est disons, une périodisation plus politique. Celle que je vous propose n'a pas exactement peut-être les mêmes balises parce qu'on va voir qu'elle va aller plus loin dans le temps et qu'elle va rester noire plus longtemps. Et donc, cette période noire où la modernité rattrape la littérature québécoise, qu'est-ce que ça veut dire? On dit souvent que Saint-Denis Garneau est notre premier poète moderne québécois. Connaissez-vous Saint-Denis Garneau? Regards et jeux dans l'espace. C'est un des premiers qui va se poser par rapport à sa société dans un regard de distance, dans cette posture réflexive, critique, très souvent douloureuse, hein, qui va faire que l'art peut parler de sa société, mais d'une façon où il ne se sent pas toujours entendu. Donc, ça peut prendre une tonalité plus difficile, où l'art et la littérature deviennent non pas seulement des réponses qu'on apporte au monde ou des figurations euphoriques, mais davantage des questions qui se posent et des questions pas toujours résolues. Je vais aborder un premier exemple de cette période noire qui va bien nous dire où on se situe littérairement parlant et gastronomiquement parlant aussi. Il s'agit d'un roman que vous avez peut-être déjà lu ou d'un film que vous avez peut-être déjà vu, Le Survenant, de Germaine Guèvremont. Il y en a qui sont familiers avec ce texte? Oui, un petit peu. Le Survenant, on dit souvent, c'est donc 1945, hein, on est déjà assez avancé dans notre période. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais on dit souvent que c'est notre dernier roman du terroir. C'est un roman qui se passe à la campagne, qui raconte la vie de la terre, les récoltes, la vie du village et tout ça. Mais en fait, il le raconte pour décrire la fin de ce monde-là, pour dire que cette transmission des valeurs séculaires, ce rythme des saisons, ce rapport à la terre, c'est en train de se défaire totalement. Et puis, les nouvelles valeurs de l'urbanisation, du nomadisme, du cosmopolitisme, de la modernité, sont en train de changer le monde. Ce n'est pas nécessairement un constat seulement négatif dans le roman, mais le vieux monde rural est vraiment mis sous tension à cause de ça. Le roman s'ouvre sur une scène de repas que je nous ai proposée ici. Vous l'avez dans son entier ici. Là, elle est scindée dans mes diapos. On va la passer dans l'ordre. Un repas qui est emblématique de cette conjonction difficile entre l'ancien et le nouveau, c'est l'arrivée du survenant, celui qu'on va appeler tout au long du roman le survenant, qui est quelqu'un qui est une sorte de nomade, qui se promène de lieu en lieu, qui vient s'installer pour quelques mois, qui va apporter avec lui ses valeurs nouvelles, qui vont bouleverser un petit peu tout le monde, et qui va repartir, on ne sait pas où. Donc, il y a un personnage un petit peu mystérieux qui sème du nouveau sur son passage. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardons-le, ce repas. On a les journaliers ainsi que les gens de la famille qui prennent ensemble le repas du midi, qui est celui qui est le plus abondant à l'époque, puisqu'on va retourner travailler après avoir mangé tous ces aliments très abondants. Chacun se sert. Hein? Didas, qui est le père de famille, il lui dit « Quoi c'est que t'attends, survenant? Sers-toi, on n'est toujours pas pour te servir. »
Et alors, il se coupe une large portion de rôti chaud, tire à lui 4 patates brunes qu'il arrose de sauce grasse et des yeux, il cherche le pain. Ah, on dit encore du pain. J'attire votre attention sur cet aliment. Amable, qui est le fils de Didas, hâtivement s'entaillait une tranche de 2 bons doigts d'épaisseur sans s'inquiéter de ne pas déchirer la mie. Chacun de la tablée que la faim travaillait l'imita. Le vieux, lui c'est Didas, les observait à la dérobée, l'un après l'autre. Personne cependant ne semblait voir l'ombre de mépris qui petit à petit, comme une brume d'automne, envahissait les traits de son visage austère. Quand vint son tour, lui, Didas, fils de Didas, qui avait le respect du pain, de sa main gauche, prit doucement près de lui la mèche rebondie, l'appuya contre sa poitrine, demi-nue, encore moite des sueurs d'une longue journée de labour, désolé l'hygiène, hein? Et de la main droite, ayant raclé son couteau sur le bord de l'assiette jusqu'à ce que la lame brillât de propreté, tendrement, il se découpa un quignon de la grosseur du poing. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans de... Le respect du pain. Alors, oui, il y a la proximité physique est d'ailleurs légèrement choquante, hein, le pain avec la sueur, mais bon, oui, on est là dans quelque chose qui est très charnel. Le respect du pain. Alors, pourquoi le respect du pain? Il y a une différence entre les générations. Oui, hein, puis en plus, c'est appuyé par la formulation Didas, fils de Didas. Donc, il est inscrit dans une lignée qui fait remonter ça aux ancêtres, et lui, c'est comme s'il est en contact avec cette dimension de la lignée, alors que les autres ont coupé quelque chose. Hein? Non plus le respect du pain, non plus le respect des ancêtres. Mais pourquoi il faut respecter le pain dans ce contexte-là particulier? Bien sûr, on peut parler de la religion encore, mais avant ça, qu'est-ce qu'ils font, eux, comme métier? C'est des fermiers. Non, c'est ça, c'est pas des bûcherons, hein? C'est des fermiers. C'est des agriculteurs. Ils cultivent la terre. Probablement que le blé vient de sa ferme, que c'est sa femme qui a fait la ferme. C'est ça. Oui, il y a vraiment un rapport qui est, quand on dit c'est charnel, il le pose sur lui et tout ça, mais oui, c'est vraiment le fruit de son labeur de manière directe. Donc, on a vraiment ici un rapport d'identification totale. Le respect du pain, c'est le respect du travail, c'est le respect de la terre, c'est le respect de la terre que mon père et mon grand-père m'ont transmise, donc le respect de la famille, de la collectivité. Et tous les autres, eux, se taillent ce pain en s'en déchirant des tranches sans se soucier de déchirer la mie, avec un geste là ici qui est beaucoup plus violent. Donc, ces positions-là sont intéressantes et traduisent déjà ce qui va être le reste de l'histoire du roman. La tradition contre la nouveauté. La tradition contre la modernité, contre quelque chose qui est vécu comme une perte par rapport à cette tradition. Et bien sûr, ce dont on a parlé tantôt peut aussi venir se surimposer encore à cette interprétation-là. C'est-à-dire que non seulement le pain, c'est le fruit du travail, c'est le fruit de la terre, mais c'est aussi un symbole religieux encore. Et ici, contrairement à l'autre scène, on a une communion qui ne fonctionne pas. On a un rituel de communion où le partage ne se fait pas adéquatement, ne se fait pas également, ne se fait pas dans le même esprit. Justement, l'esprit ne règne pas sur cette collectivité. Autre élément peut-être à noter, mais très rapidement, les hommes mangent de façon très, avide. Leur appétit est creusé par le travail qui a été le leur au cours des heures qui ont précédé. Alphonsine, par contre, la femme de la famille, qui est là, qui reste debout pour servir, comme c'était très souvent la coutume à cette époque-là, et comme ça le sera pendant longtemps encore, jusque dans les années 60, Alphonsine pignoche dans son assiette, dit-on. Seule Alphonsine pignochait dans son assiette. Et en fait, on ne la voit pas manger, on la voit seulement boire du thé. Les hommes, eux, boivent par lampées dans des tasses de faïence grossières d'un blanc crayeux cru et parfois aussi dans des bols qu'ils voulaient servir à la rasade, quelle qu'en fût la grandeur. Mais la jeune femme, elle, aime boire à petites gorgées dans une tasse de fantaisie qu'elle n'emplissait jamais jusqu'au bord. Que peut-on dire de cette différence dans les usages, dans les manières? Parce que bien sûr, les aliments sont importants, mais les positions des personnages, les positions des mangeurs, les manières traduisent aussi des positions sociales. Hein?
Ici, si on voulait le dire simplement, on pourrait dire qu'elle est presque anorexique hein, dans son rapport au repas. Elle ne participe pas à ce partage de nourriture dans l'abondance. Au contraire, elle décide de se distancier, de pignocher. Elle décide aussi de ne pas adopter les usages qui sont ceux des autres par une sorte de mécanisme qui va la distinguer, mais qui fait qu'en fait, le partage ne peut pas avoir lieu. Donc, autre élément qu'on peut faire intervenir et qui redouble encore cette idée d'une rupture qui serait au cœur de ce repas-là. Je vais passer rapidement sur un autre exemple dont j'aurais pu vous parler, qui est bonheur d'occasion, où là aussi le thème alimentaire est très présent, mais d'une autre façon, en particulier par la... Est-ce qu'il y en a qui ont lu bonheur d'occasion? Oui. Vous en souvenez, hein? Florentine travaille dans le snack bar du 5, 10, 15, qui est un espèce de petit magasin un peu comme un Zellers, hein, mais dans lequel il y a un comptoir alimentaire. Et qu'est-ce qu'elle sert à longueur de journée? Des milkshakes, des hot dogs, des grilled cheese. Alors, et c'est vraiment nommé comme ça. Donc, on a là des appellations gastronomiques qui ne sont qu'en anglais et qui traduisent tout à fait la nouvelle domination de la culture américaine, puis la perte d'usage alimentaire qui aurait été propre aux Canadiens. Le fameux pâté de Pâques, là, dans Bonheur d'occasion, les gens ne savent même plus c'est quoi. Il y a eu quelque chose il y a eu une perte de l'identité canadienne-française et ça se traduit par une nouvelle domination de l'anglais et d'usages alimentaires qui sont perçus comme aliénants, bien sûr, parce que, par exemple, pour prendre de la crème glacée pour faire les milkshakes, les filles, on les doit brûler par le froid. La crème glacée est dure, il faut gratter, c'est très difficile. Très souvent aussi, le bruit de la vaisselle qui est sur les comptoirs métalliques est assourdissant. Elles finissent la journée, elles ont les jambes en feu, les pieds épuisés. Et donc, il n'y a vraiment aucun plaisir dans ces aliments qui sont peut-être associés à des gâteries pour nous, mais qui là sont décrits dans toute leur dimension aliénante. C'est quoi le personnage? C'est qui le personnage? Florentine. Florentine Lacasse. Alors là, des fois, les personnages portent des noms qui ne sont pas des hasards. Hein. Il y a quelque chose de cassé dans ce monde que Florentine habite. Je vais m'arrêter toujours dans notre période noire à un second exemple qui sera plus récent. Je vous ai dit qu'on pourrait dire que la période noire en littérature va au-delà du moment de la Révolution tranquille. Hein? Puis c'est pas parce que la Révolution tranquille commence que dans la littérature québécoise, soudain, on se met à raconter des belles histoires. Bien au contraire. Michel Tremblay, certainement, là, vous connaissez un tout petit peu. Il y en a qui ont vu ou lu Les Belles Sœurs. Est-ce qu'à toi, pour toujours, ta Marie-Lou est une pièce un petit peu familière? Pas plus que ça? Pas pour certains? Non? OK. C'est une pièce, moi, je trouve que s'il y en a une à lire, c'est vraiment celle que j'irais lire. Pour moi, c'est un des sommets de la littérature québécoise. Hein? Dans la mise en scène de la pièce, telle qu'elle a été pensée par Tremblay, donc là, on a vraiment une contrainte de mise en scène par l'auteur, ce qui n'est pas toujours le cas. On a 4 personnages. Marie-Lou et Léopold, c'est les parents. Puis les 2 filles dont j'oublie les noms, excusez-moi, c'est les 2 filles. Puis au milieu de la scène, il y a une voiture accidentée qui est là. Et puis en fait, on finit par comprendre que les 2 conversations, on a en fait les 4 personnages parlent, mais ils ne se parlent jamais, mettent en scène 2 conversations qui ont lieu chacune de leur côté à 20 ans d'intervalle. Et ce que l'on comprend peu à peu au fil de la pièce, c'est qu'en fait, le couple des parents était tellement malheureux qu'ils sont partis en voiture avec le plus jeune et qu'ils sont allés foncer dans un pilier de l'autoroute 40. Donc, il y a eu une sorte de pacte de suicide qui a mené à la mort des parents et les 2 filles sont restées, elles, pour vivre un petit peu traumatisées de cet événement, l'une essayant de fuir le souvenir de cette famille dysfonctionnelle et l'autre vivant au contraire dans le remâchage des souvenirs. Donc un dispositif scénique vraiment un petit peu compliqué et complexe, mais quand on le voit, tout se clarifie. Hein, et vous voyez qu'on est d'emblée dans du drame qui est posé là sur la scène devant nous, la violence, le suicide qui s'incarne dans cet objet. Les personnages de Marie-Lou et Léopold, alors, témoignent vraiment de quelque chose de noir, évidemment, un cycle de pauvreté et de violence qui va se conclure en suicide. Et cette aliénation qui est la leur sont des gens de la classe la plus populaire. Léopold est un ouvrier. Marie-Lou est une femme au foyer qui élève ses 3 enfants comme elle peut. Ils sont pauvres.
Léopold est obligé d'obéir à un contremaître qui lui parle juste en anglais. Donc, on est encore dans l'aliénation économique des Canadiens français. Donc, c'est un monde dont il n'est pas possible de sortir. La représentation alimentaire témoigne de ça et du caractère très limité de leur vie, puisque là, on a une scène où les protagonistes se déchirent autour de la question du beurre de pinot, qui devient un enjeu véritablement existentiel. Et ça peut avoir l'air drôle quand on le lit, parce qu'il y a quelque chose de tout à fait, comment dire, baroque quasiment, mais en même temps, c'est tragique sur un objet qu'on ne penserait pas pouvoir être investi de tragédie comme ça. Alors, j'ai simplifié le dialogue parce que dans la version originelle, les répliques des deux filles s'intercalent avec les répliques des parents, OK? Donc, Léopold demande, il reste-tu du beurre de pinot? Marie-Louise, c'est-à-dire, j'en ai acheté un pot neuf, l'autre était vide, mais elle hésite un petit peu, ben sors-les. Et là, elle crache le morceau, si on veut, elle est coupable. Il restait plus de smoothie, Léopold, ça fait que Léopold donne un coup de poing. T'as encore acheté du crunchy! Ben, il n'y en avait plus de smoothie, vierge. Tu vas pas me faire une scène pour 6 cents? Certain que je vais te faire une scène. Quand c'est pas le beurre de pinot qui est plus cher, c'est le steak haché qui coûte 69 cents la livre au lieu de 49. Puis quand c'est pas le steak haché, c'est d'autres choses. Puis tu t'arranges toujours pour me demander de l'argent le mardi. Tu m'en donnes pas assez? Oui, je t'en donne assez. Je t'en donne même trop. Tu le sais combien je fais par semaine à suer comme un Christ en croix en arrière de ma crise de machine pour vous faire vivre? Bon, je continuerai pas. Je pense que vous en avez déjà un échantillon. Mais vous voyez que le thème alimentaire ici est complètement dysfonctionnel et est lié à plein d'autres dysfonctionnements. Ça parle pas juste d'une préférence pour le crunchy plutôt que pour le smoothie plutôt que pour le crunchy. Hein. Ça parle de l'aliénation économique. Ça parle aussi de l'aliénation conjugale, puisque ça témoigne d'une impossibilité pour les deux époux de s'entendre. Je dirais que ça parle aussi d'une aliénation identitaire, parce que qu'est-ce que c'est que ce beurre de pinot? D'où ça vient? Par où ça arrive? Quand est-ce que ça arrive dans l'alimentation québécoise? Au 19e siècle, il n'y en a pas de beurre de pinot. Hein? C'est quelque chose qui nous arrive par la voie des États-Unis. Et encore une fois, ça témoigne d'une américanisation des usages qui correspond à une perte des nourritures identitaires. Le fait que ces beurres de pinot soient caractérisés aussi avec des termes anglais, smoothie ou crunchy, nous indique bien qu'on est dans un registre là, qui n'est pas celui de la nourriture identitaire canadienne. Hein? Bon, donc voilà, on est loin de la variété aussi des composantes du pâté de Pâques. Hein? Vous vous en souvenez tantôt, la longue énumération, la richesse, les termes qu'on va nommer dans toute leur variété puis qui font saliver. Ici, c'est quoi la palette gastronomique possible? Ben, c'est le crunchy ou le smoothie. Et puis, la toast que Léopold va manger tantôt, ben, est brûlée. Est brûlée. C'est-tu dans cet extrait-là? Ah, je vais la gratter, c'est ça. Donc, les toasts sont brûlés, puis est-ce qu'on va les jeter parce qu'ils sont brûlés? Non, non, laisse faire, on va la gratter. Bon, on a tous fait ça, probablement, mais ça témoigne là aussi d'une pauvreté, d'un repas qui est absolument éloigné, bien sûr, du plaisir, hein, qui est fonctionnel, mais qui est non seulement fonctionnel, qui est profondément triste et où il y a tout un imaginaire de la privation qui mène finalement à la violence. Si on avait à parler encore un tout petit peu de cette pièce-là, je vous dirais ceci. Dans la pièce, le beurre de pinot a une sorte de pendant positif jusqu'à un certain point, c'est la bière. Quand Léopold reçoit sa paye et que là, il a la chance de passer à la taverne, là, finalement, pendant quelques heures, il s'évade. La taverne est un lieu de sociabilité uniquement masculine à cette époque-là. Hein. Les hommes peuvent pas, les femmes ne peuvent pas y entrer. Donc, les femmes ne peuvent pas venir chercher la paye de l'homme tandis qu'il est en train de la boire. Et Léopold, lui, rêve alors à ces moments d'abondance où il est capable de demander au waiter « Remplis-moi la table ». Puis là, le waiter arrive, puis il me remplit ma table avec des bières. Puis là, je peux partir. Puis là, il boit, il se saoule. Mais d'une certaine façon,
cette extase-là est pire parce que quand ça retombe, ben, il a bu sa paye, il faut qu'il rentre chez lui, le lendemain, il faut qu'il retourne travailler. Donc, l'aliénation n'en est que plus criante. Alors, on est dans des figures opposées, mais où il n'y a aucune positivité finalement dans le rapport à l'aliment ou à l'alcool. L'évasion n'est jamais possible. Ça va? Questions, commentaires? OK. Alors, un moment de négativisation qui dure quand même très longtemps, mais on pourrait se dire, si on regarde des productions littéraires contemporaines, qu'on assiste à un certain retour d'éléments positifs et que le moment de négativisation n'est plus aussi présent de façon univoque. Alors, mon hypothèse, mais on n'a pas besoin d'aller loin dans cette hypothèse-là, c'est qu'on assisterait en ce moment à une sorte de retour de représentation de longue durée, celle qu'on trouvait par exemple dans les Anciens Canadiens avec le banquet convivial qu'on essaie de faire jouer, auquel on essaie de redonner une nouvelle place, mais avec aussi des éléments qui peuvent être négatifs, des éléments parfois liés au changement d'identité, à des pertes, mais que là aussi, on va essayer de refaire parler autrement. Donc, une espèce de nouveau moment de synthèse qu'on va essayer de voir dans quelques œuvres. Où je marquerai un premier point d'arrêt avec une œuvre que vous connaissez peut-être, de Yves Beauchemin, Le Matou. Oui. Donc, Yves Beauchemin, je n'ai pas d'extrait, mais je voulais juste vous en parler. Hein. Le protagoniste, Florent, rachète ce restaurant qui existe toujours, hein, d'ailleurs, la Bénerie Mont-Royal. Dans la Bénerie Mont-Royal, c'est sur Mont-Royal, presque au coin de Saint-Denis, juste un tout petit peu à l'est hein, de Saint-Denis, du côté nord. Donc, la Bénerie Mont-Royal est menacée de fermer, puis Florent la rachète et va servir des bines, du pâté chinois, des grands-pères au sirop d'érable, des petits déjeuners traditionnels. Donc, on est encore dans la sphère du petit déjeuner, si vous voulez, mais contrairement à ce qui se passait chez Marie-Lou, là, il y a une repositivation, puisque ce lieu, la Bénerie Mont-Royal, d'abord est un lieu qui devient social. On n'est plus dans un univers de la famille étouffante, fermée sur elle-même, où on s'entre-déchire, hein. On ouvre vers un espace qui est plus global. Ce lieu va devenir aussi un refuge. On va y recueillir non seulement un chat abandonné, mais un petit enfant quasi abandonné lui aussi, Monsieur Émile, qui va venir d'une certaine façon se reconstituer dans ce havre accueillant. Plus récemment, dans un registre apparenté, Éric Dupont, la fiancée américaine, donc Marie-Claude Dililo, qui me fait l'honneur de sa présence ici, m'a mis sur la piste en fait de deux des œuvres dont je vais vous parler ici et que nous avons lues ensemble au fond à la faveur des enjeux qu'elle va vouloir, elle, soulever dans son mémoire en littérature et résonance médiatique avec moi. Donc, je ne pense pas te voler quoi que ce soit, mais je vais peut-être dire des choses dont on a déjà discuté. Dans La fiancée américaine, qui est parue en 2012, je passe rapidement sur cet exemple-là, hein, on a le même genre de petit restaurant qui va s'ouvrir qu'avec la Bénerie Mont-Royal, mais à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Les deux protagonistes, Madeleine et Solange, ouvrent donc un premier restaurant chez Mado, inspiré de chez Cora, que vous connaissez sans doute. Et ce premier restaurant chez Mado va avoir un tel succès qu'il va générer l'ouverture de plein d'autres restaurants. Donc, personne ne se doutait encore que cette tenue toute simple était sur le point de devenir l'habit quotidien de centaines de jeunes Québécoises, pas même Madeleine. Une serveuse fut engagée, puis une autre, deux filles du quartier à peine plus âgées que Madeleine et Solange. Et bientôt, donc, il y aura des dizaines de ces restaurants qui, on le voit tout de suite, alors, ont un effet structurant sur l'économie. Donc, non seulement on n'est plus dans la petite sphère familiale étouffante, on n'est plus seulement non plus dans un petit restaurant de quartier, on est dans quelque chose qui, économiquement, a une implantation beaucoup plus grande et une implantation qui est quand même positive. Hein? Ce n'est pas l'économie de la mondialisation qui défraie tout sur son passage. Ça permet à des jeunes femmes de porter un uniforme d'abord qui est joli, qui est très propre et qui va leur permettre de faire un petit peu d'argent. Hein? Ce lieu, on y sert donc encore une fois des petits déjeuners, des repas simples, des œufs au bacon, des crêpes avec du sirop. Et c'est un lieu de convergence de plusieurs groupes et classes sociales. Parce que bien sûr, les travailleurs, avant d'aller passer leur journée de travail, peuvent aller chercher un café, manger des crêpes. Mais aussi les fêtards, après leur nuit, veulent aller chez Mado pour prendre un petit déjeuner avant d'aller se coucher.
Et on a même aussi des représentants donc d'autres sphères de la société, des médias, Châtelaine, qui va aller faire une entrevue pour témoigner du succès de cette nouvelle chaîne de restaurants. Donc, une idée du social qui est en train de s'élargir de façon positive. Et ça va de pair avec une économie qui est aussi en train de s'élargir et qui est positive et qui est aussi très clairement associée à un pôle féminin. Hein? C'est les femmes qui sont ici aux commandes. Un autre exemple récent, donc que j'emprunte aussi à Marie-Claude Kim Thuy, a écrit ce roman Man, que vous connaissez peut-être. Il y en a qui ont lu? Vous connaissez Kim Thuy, vous ne pouvez pas connaître Kim Thuy. Hein? Autant le roman d'Éric Dupont que celui de Kim Thuy sont deux best-sellers, ce qui nous en dit assez long sur la réceptivité des gens quant aux représentations gastronomiques. Hein? On aime ça, puis on veut aller en chercher. Je vais revenir tantôt un petit peu quand même à Éric Dupont, mais je vais parler de Kim Thuy avant. Alors, c'est un roman qui met en jeu la culture vietnamienne, en partie, hein, mais qui s'inscrit aussi dans l'imaginaire québécois, puisqu'en fait, Kim Thuy, elle est ici depuis qu'elle a 10 ans, à peu près. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est à cheval entre deux cultures. Et d'autant plus que ce roman raconte l'histoire d'une acculturation alimentaire et éventuellement aussi amoureuse. Alors, l'histoire, elle est racontée par la protagoniste, Man, qui émigre du Vietnam et va se retrouver aux commandes du modeste restaurant de son mari. Ah, c'est un restaurant, encore une fois, à petit déjeuner, surtout, puisque au Vietnam et dans les restaurants ici qui seront ouverts, on prend cette soupe au petit déjeuner, qui est souvent l'aliment qui nous sert à bien commencer la journée. Hein. Au départ, j'anticipe là peut-être un peu, mais on va voir éventuellement plus loin dans le roman qu'avec l'aide d'une amie, elle va transformer cette petite gargote à déjeuner dans un lieu gastronomique avec service de traiteur, atelier culinaire. Elle va écrire un livre de cuisine, elle va voyager à l'international. Et ça va amener des développements plus problématiques dans le récit. Mais restons pour un instant dans ce lieu qui est encore non transformé, où elle est encore la petite Vietnamienne qui vient d'arriver. Elle raconte comment chaque client est là dans un lieu, dans un rapport qui est celui d'une convivialité heureuse, d'une convivialité partagée, dans un temps qui est aussi un temps où on ne se dépêche pas. Hein. Les clients, donc, sont des hommes célibataires, soit ils attendent l'arrivée de leur femme ou l'argent pour les billets d'avion, et ils viennent manger ce bol de soupe. Ils arrivaient le matin du samedi ou du dimanche, avant l'ouverture, pour prendre un café filtre avec mon mari, pour comparer la lenteur de l'attente à celle des gouttes de café qui tombaient sur le fond de lait condensé des verres. Et donc, ce temps partagé va permettre l'émergence d'une véritable convivialité qui va être, ajustée aux besoins de chacun. Les plats servis sont simples, mais vraiment alléchants, raffinés et ancrés dans des strates de tradition, un véritable feuilleté de tradition culinaire. Hein? Et c'est tout à fait le cas avec cet extrait que je vous présente ici. Il suffisait donc que je retourne dans ma tête à Cholon, le grand quartier chinois de Saïgon, pour avoir l'idée de leur préparer les boulettes de porc haché enveloppant un petit morceau de côte levée cuite à la vapeur dans un mince filet de sauce tomate. Avec le plus grand naturel, cette viande est servie avec du pain baguette, comme si la France avait toujours fait partie des traditions culinaires sino-vietnamiennes. Donc, on a la Chine, on a le Vietnam, on a la France, tout ça exprimé dans un plat qui est servi au Québec, dans un restaurant où les gens viennent déjeuner, les immigrants viennent déjeuner. C'est quoi le sino? Ça veut dire chinois. Okay. C'est le préfixe pour dire chinois. Bon, donc c'est important de comprendre ces strates qui coexistent là de façon harmonieuse. Hein? Comme on le constate, le repas, on dirait de nouveau, est capable de réintégrer de l'altérité, de faire coexister plusieurs éléments d'une manière qui est tout à fait appétissante. Et non seulement ça, mais l'ancrage des mets dans une histoire culturelle est thérapeutique parce qu'il va transformer l'aliment en véritable médicament qui permet de réparer des pertes. Et c'est manifeste dans les deux paragraphes suivants. L'un des clients, donc, est originaire de Rachdia, excusez ma prononciation, une ville côtière où l'on a inventé une soupe-repas au poisson poché avec des vermicelles rehaussées de porc et de crevettes caramélisées dans les œufs de crevettes. Ça a l'air absolument délicieux. Des larmes ont coulé sur sa joue lorsque j'ai arrosé son bol d'une petite cuillerée d'ail marinée au vinaigre. En mangeant cette soupe, il m'a susurré qu'il avait goûté sa terre, la terre où il avait grandi, où il était aimé.
remarques sur ce paragraphe où il y a beaucoup de choses à voir au point de vue du style, je crois. On a un paragraphe qui est presque une recette. De ce point de vue-là, c'est intéressant. Donc, une soupe repas au poisson poché avec des vermicelles rehaussées de porc et de crevettes, caramélisées dans les œufs de crevettes. On a l'impression de voir presque les techniques qu'il faudrait mettre en œuvre pour réaliser cette soupe, incluant le petit geste final de mettre la cuillerée d'ail mariné au vinaigre, qui semble répondre quasiment au point de vue stylistique aux larmes du personnage. Hein? La petite cuillerée coule au moment où là, la petite larme coule. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une symétrie intéressante. Et qui fait en sorte que le plat devient, pourrait-on dire, une sorte de métonymie. Hein? Il n'est pas juste un symbole ou une métaphore. Une métonymie, c'est quoi? C'est mettre une chose pour une autre, la partie pour le tout, le contenant pour le contenu, ou quoi que ce soit de ce genre-là. Ici, les aliments sont vraiment des signes de la terre natale. Ils ont été produits par cette terre natale et les mettre tous dans le même bol, ben c'est comme manger sa terre, manger son pays, retrouver en soi, par l'incorporation, son pays. Donc, concept psychanalytique, mais on pourrait très souvent faire intervenir des éléments de la psychanalyse et en particulier tout ce qui a trait au nourrissement, à l'incorporation, à l'ingestion, à l'identité qui se constitue comme ça. Mais ici, on a clairement ça. Et donc, il y a une réparation, une thérapie qui se fait. C'est comme si l'aliment permettait de faire face aux défis de l'immigration, aux pertes identitaires, par exemple. Oui, donc identité culturelle retrouvée et positivée. Et le mets alors est bon parce qu'il relie les mangeurs avec leur histoire de vie d'une façon intime, quotidienne, ordinaire aussi, dans un temps qui est celui d'une certaine lenteur, mais encore une fois, notons-le, dans un contexte qui est celui d'un lieu social où l'économie joue une place, mais une économie restreinte, une économie, c'est-à-dire à échelle humaine, si on veut, hein, où on connaît la serveuse, où on connaît le propriétaire. Donc, c'est une économie qui n'est pas du tout aliénante comme celle qu'on pouvait avoir avec Léopold et Marie-Lou. Hein. On est dans des registres qui ne sont pas les mêmes. Donc, dans ces exemples tirés des dernières décennies, donc la période contemporaine, hein, le repas décrit est toujours un petit déjeuner consistant pris dans un restaurant populaire. On peut en tirer des conclusions sur l'importance du petit déjeuner, peut-être. Hein? Mais je trouve ça intéressant, peut-être parce que justement, bon, disons, une première chose, le fait que ce soit un petit déjeuner permet que les aliments soient simples, nourrissants, réconfortants. Si on avait mis un souper de cérémonie, c'est difficile de mettre un pâté chinois ou un spaghetti, si on reçoit des amis, c'est probablement pas ce qu'on ferait. Mais le petit déjeuner autorise cette simplicité et donc peut permettre de représenter le nourrissement, le réconfort, la tradition. Deuxième élément concernant le repas qu'on vient de voir, donc outre les aliments, le type de relation qui s'établit entre les mangeurs. Ce sont des repas qui privilégient des usages décontractés, et une sociabilité assez peu hiérarchisée. On n'est pas dans un grand restaurant gastronomique où il faut se comporter en sachant quel ustensile prendre en premier et tout ça. On est vraiment dans l'espèce de... Ça va comme ça vient et tout le monde est content. Et dernière chose, comme je le disais, ça s'inscrit dans un cadre d'une économie restreinte, d'une économie de proximité qui est tout sauf aliénante. Elle est au fond quelque chose qui structure le social d'une façon positive. Ce qui m'amène à penser, mais là c'est une hypothèse, on ne va pas la creuser, mais comme je vous disais, il me semble qu'on a dans ces œuvres des traits qui nous ramènent aux scènes de la première période prémoderne de l'histoire littéraire québécoise. Le repas est un rituel festif, témoigne d'une sociabilité peu hiérarchisée, privilégie la convivialité, l'informel et permet l'expression identitaire. Mais on a aussi des représentations peut-être qui sont plus polysémiques, qui sont moins uniquement positives, comme par exemple la fluidité des identités et des positions sociales. Chez Kim Thuy, les personnages sont des immigrants, ils essayent de s'intégrer, ça n'est pas forcément facile, mais là au moins l'aliment, dans ce cas-là, peut aider à cette démarche-là.
Et la rencontre avec l'altérité, donc, est aussi très présente chez Kim Thuy. La rencontre entre le Québec et le Vietnam aussi va se faire aussi par le biais de la consommation alimentaire qui va susciter une rencontre. Cependant, peut-être qu'il faut dire ceci, hein, dans les deux cas, ce sont malgré tout deux romans où même si on a des représentations alimentaires qui semblent ici très positives, dans l'ensemble du roman, il y a aussi beaucoup de négativité. Chez Éric Dupont, toute l'histoire, elle est fondée sur la quête, une quête de filiation. On a affaire à une famille où finalement, il y a eu des éléments qui ont rompu la lignée familiale, un apport extérieur à ce qui est pensé au départ. La famille n'est pas dans une lignée aussi simple qu'on l'a imaginé. Ce que je me fais comprendre, il y a eu donc une aventure à un moment donné qui a fait en sorte qu'il y a quelque chose là qui est trouble. Et le roman va essayer de raconter cette histoire-là, de raconter cette reprise d'une filiation après qu'on a essayé de dissimuler, au fond, le fait qu'il y avait une rupture de la filiation. Et le repas, alors, va essayer de construire quelque chose, de construire une position sociale, mais cette position sociale et cette position familiale est toujours menacée par le fait que la famille n'est pas ce qu'on pense qu'elle est. Hein. Et cette famille en particulier est marquée par la présence du bleu sarcelle dans les yeux. Tous les membres de cette famille ont les yeux bleu sarcelle. C'est un signe de reconnaissance, mais qui devient éventuellement aussi un signe qui permet de comprendre qu'il y a eu en fait un apport extérieur à la lignée familiale. Or, l'uniforme des serveuses, il est bleu sarcelle aussi. Donc là, il y a quelque chose, il me semble, qui témoigne du fait que, oui, il y a un repas positif, oui, il y a de la création, du social, mais il y a aussi quelque chose comme une famille qui n'est pas ce qu'elle en a l'air, une famille qui n'est pas seulement ancrée dans la campagne québécoise des régions de l'ancien temps, une famille qui est au fond complètement posée dans la modernité et l'apport extérieur a été importé pendant la guerre lorsque un des personnages a séjourné comme soldat. Donc là, on est dans un 20e siècle où il y a de la violence, où il y a de l'imprévu, où il y a quelque chose qui est propre à la modernité. Donc, un repas qui acquiert de la polysémie à cause de ce caractère un petit peu troublant de la lignée familiale chez Éric Dupont. Et puis chez Kim Thuy, je vous disais tantôt qu'au début, elle a son petit restaurant, petite gargote de petit déjeuner. Peu à peu, ça se développe. Et quand ça se développe, elle devient une auteure réputée d'un livre de gastronomie qui va avoir un grand, grand succès. Elle va en voyage, elle va en France. Et là, elle va rencontrer quelqu'un qui va devenir son amant et qui va bouleverser complètement son univers, qui va lui faire perdre ses repères, qui va presque détruire sa vie. Elle va réussir à maintenir les choses, mais au prix d'une sorte de refoulement total de cette histoire-là. Donc, il y a de la souffrance, très grande probablement, dans cette histoire. Or, cette souffrance, cette coupure avec la vie d'avant, cette découverte de tout un univers, mais qu'on n'aurait peut-être jamais voulu découvrir parce qu'il est trop bouleversant, ça vient par la filiation avec la cuisine, le développement du restaurant, la gastronomie. Donc, ça n'est pas que positif non plus, ça nous amène sur des chemins où la représentation, elle est très nuancée, très modulée. Hein? Alors, on ne peut pas dire qu'on est dans une période actuellement où on est uniquement face à un retour de représentation positive. Je pense qu'on est dans une coexistence, justement, un feuilletage, mais où c'est comme si on s'est mis à se souvenir de notre passé gastronomique. Autant dans la littérature d'ailleurs que dans la réalité, dans les restaurants, il y a des réactivations d'anciennes pratiques culinaires. Il y a des restaurants maintenant où on va vous servir des anciens plats, mais même les plats qui ont été, perçus comme participants d'une gastronomie pauvre, comme la poutine, les hot dogs, des choses comme ça. Maintenant, ça peut devenir de la gastronomie. Donc, là aussi, dans la gastronomie réelle, qui est elle aussi fondée sur l'imaginaire. Hein? Il y a eu une reprise, une réappropriation, une réinterprétation. Mais je pense que tout ce mouvement-là participe d'un même imaginaire où on est maintenant conscient qu'on a une histoire gastronomique et qu'on peut s'approprier de ces différentes strates, puis on peut essayer de la faire parler d'une manière nouvelle aussi, parce qu'on n'est pas juste
obligé d'être dans la commémoration. Ça nous appartient et donc on peut la transformer. Je pense que j'en ai à peu près terminé, mais j'accueillerais bien volontiers vos commentaires, vos questions. Alors, c'est sûr que ce que j'ai essayé de montrer quand même, c'est que, bien sûr, on est face à des scènes de repas, mais on est face toujours à de l'imaginaire, mais de l'imaginaire qui s'inscrit dans du texte. Et ça, c'est fondamental, hein? La façon dont l'écrivain décide de mettre le repas en texte, les termes qu'il utilise, les personnages qui sont présents, comment dire, les systèmes de croyances qui président à l'organisation du repas aussi. Tout ça sont des choses qu'il faut connaître si on veut être capable de lire convenablement le repas littéraire et bien sûr de le traduire. Hein. Donc là, ça sera le domaine de Natalia de vous orienter là-dessus. Mais au fond, c'est la même chose que ce que nous faisons en littérature. Hein. L'acte interprétatif, il est le même, sauf qu'on ne l'applique peut-être pas aux mêmes fins. Voilà.